Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'ai reçu une lettre. Une lettre de, vous n'imaginerez jamais, une lettre de Tebboune lui-même. Oui, sur ma boîte mail. C'est monsieur Tebboune qui m'a envoyé donc un petit message à moi et à mes semblables, m'a-t-il précisé avec un rictus par écrit. J'ai tout de suite cru à une farce, bien sûr. Mais il a pensé à tout, monsieur Tebboune. Il m'a donné une indication qui est en soi une preuve que ce message était bien de lui. Il m'a donné un numéro de bungalow, le numéro 10 à Zeralda, et une certaine date, et une certaine activité musicale assumée avec brio, vraiment avec brio, par quelqu'un dont on n'aurait jamais imaginé qu'il était aussi virtuose. Il aurait dû d'ailleurs s'y consacrer, ça aurait été bon pour tout le monde. Je vais vous la lire, cette lettre de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire, ministre de la Défense nationale de la République algérienne, démocratique et populaire. Je lis. C'est lui qui écrit. Monsieur le journaleux, oui, je vous traite de journaleux parce que vous ne ratez pas une occasion de me qualifier de président fantoche installé par Gaïd Saleh. Je tiens d'abord à vous préciser, monsieur le journaleux, monsieur le piscopi, que moi, je crois en Dieu et en ses décrets souverains. Si je suis aujourd'hui le président de la République algérienne démocratique, bon, on laisse la suite. Si je suis donc le président de la République, si j'ai aujourd'hui une armée de chiatines multicolores à mes pieds qui préviennent le moindre de mes désirs, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Oui, Dieu lui-même est en personne. C'est pour ça d'ailleurs que je l'évoque dans tous mes discours. C'est simple, si Dieu n'avait pas voulu que je le sois, je ne l'aurais jamais été. Et ça, le mécréant que vous êtes, monsieur le journaleux, vous ne pouvez pas le comprendre. Ce n'est donc pas Gaïd Saleh qui m'a fait président, mais Dieu lui-même, le même Dieu qui a rappelé à lui le même général qui se prélasse aujourd'hui au paradis, pendant que vous, monsieur le journaleux, vous macérez dans votre bain de fiel et de jalousie. Mais ce n'est pas pour ça que je vous écris, parce que de toute façon, je me fiche de votre avis, et même de ces électeurs que vous me jetez tout le temps à la figure, dont vous dites qu'ils ont boycotté mon élection. Et Wumbat. Je m'en fiche parce que pour moi, les élections n'ont aucune importance. Je l'ai dit publiquement d'ailleurs. C'est du Zaïd Naqs. Moi, je crois en le destin. Moi qui n'ai jamais rêvé, ni encore moins imaginé, que je serai un jour le guide suprême de cette nation. Moi qui suppliais Saïd Bouteflika hier seulement de ne pas me jeter une deuxième fois à la poubelle. Moi qui avais juré 3 fois sur Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui m'a fait président par la suite, que le programme de son frère serait appliqué quoi qu'il se passe. Mais bon, Dieu en a voulu autrement. Ce n'est pas de ça que je veux parler de toute façon. Je voulais juste vous dire chah, et vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui, 22 février 2022, après avoir constaté que votre Hirak est mort, que plus personne n'est sorti aujourd'hui. Je vous imagine très bien, j'imagine combien vous devez être triste,
Et de quelle façon vous devez raser les murs? Vous ne répondez même pas au téléphone, tellement vous avez honte. Finalement, votre Hirak, votre révolution du sourire, votre kermesse, zama une révolution qui suscite l'administration du monde entier. Hop, 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 hop. Le monde entier, là, là, là. Je suis mort de rire. Finalement, votre Hirak, il a suffi qu'on sorte nos flics, qu'on lâche notre presse, qu'on sonne notre justice, qu'on siffle nos relais politiques, nos relais politiques, nos relais politiques, qu'on promette une indemnité de chômage, qu'on supprime quelques taxes sur la bouffe. Et ça y est, c'est fini. الشامي شامي والبغدادي بغدادي. واش من حراك يا راجل واش من حراك. تشك يا وعدي. Circuler, il n'y a rien à voir. Je vais m'arrêter là. Je ne vous lirai pas le reste de la lettre parce elle m'est exclusivement dessinée avec des termes que je dois absolument vous épargner pour ne pas heurter votre sensibilité. Par contre, je vais vous lire la réponse que je lui ai faite à M. Tebboune. Monsieur Tebboune, président de la République algérienne des... Bon, je passe sur le reste. J'ai bien reçu votre lettre et je vous écris moi aussi une lettre pour vous donner des nouvelles de ma santé et de la santé du Hirak qui sont en bonne et parfaite santé et vous de même. Merci de nous confirmer que ce n'est pas le peuple algérien qui vous a élu. C'est tout ce que nous voulions savoir, encore que nous le savions déjà. Et merci de nous confirmer que vous êtes très heureux que le Hirak n'est pas sorti aujourd'hui. En fait, puisque vous ne le savez pas que je vais vous le dire, le Hirak n'est pas un bidule réglé sur un calendrier. Il sort quand il veut, le Hirak. Et vous ne tarderez pas à découvrir qu'il sort quand il veut. Et qu'on ne tue pas une idée, qu'on ne bâillonne pas un rêve, qu'on n'enferme pas un peuple avec des cordons de police, qu'on ne casse pas une révolution en jetant en prison certains parmi ces révolutionnaires, qu'on ne trompe pas tout un peuple avec des mensonges, même s'ils sont relayés par une presse mercenaire. Comme j'aurais voulu recevoir, Monsieur Tebboune, une lettre de votre part où vous m'auriez dit « Nous sommes les plus forts parce que nous avons été élus par le peuple. Nous sommes les plus forts parce que nous avons réussi à transformer une mafiocratie en démocratie. Nous sommes les plus forts parce que nous avons été les artisans de la séparation des pouvoirs. Nous sommes les plus forts parce que nous avons confiné les généraux à leur seule mission militaire. Nous sommes les plus forts parce que nous avons instauré l'ordre et la justice là où il n'y avait qu'anarchie et oppression. Nous sommes les plus forts parce que partout dans notre pays règne le droit et que partout règne la justice. Nous sommes les plus forts parce que nous avons fondé une école parmi les meilleures du monde. Nous sommes les plus forts parce que nous avons mis fin à la corruption, à la misère, à la fraude électorale, à l'incivisme, à la pauvreté, au népotisme, à l'analphabétisme. Mais je suppose que vous ne pouvez pas nous dire ça. Ce serait au-dessus de vos forces. Autre chose, juste pour vous dire, Monsieur Tebboune, que les Algériens ne sont pas dupes, juste qu'ils n'ont pas encore décidé de s'occuper de vous tous, hein, j'entends, une fois pour toutes. Nous savons que comme le 1er novembre, comme la guerre de libération, comme les Chouhada, comme l'ALN, comme les Moujahidines, et jusqu'au rêve de tout un peuple. Nous savons que votre régime aura mis le grappin, surtout, sur le passé et sur le présent. Mais l'avenir se conjugue désormais au verbe hirakir. Et il nous dira bientôt la suite, sans aucun doute. Je vous dis donc, Monsieur Tebboune, à très bientôt.
Hirak, le temps des peuples, l'heure de vérité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Adil Houari, sociologue, professeur émérite, Université Lyon 2. Idir Ounoughen, analyste politique qui sera avec nous depuis Paris. Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88 depuis Paris. Karim Naït Ousliman, analyste militant politique qui sera avec nous depuis Paris. Adil Houari, merci d'être avec nous aujourd'hui. Houari. Barakallahu fik, marhaba bik Jamal. Rabbi Aïchik, hadi ghaiba. Hadi ghaiba, c'est les vicissitudes du temps, comme on dit. Eh oui. Hadi ad-dunya. Eh oui. Alors, le nom Hirak, comme ils disent aujourd'hui, ils se réjouissent, sont en train de dire, voilà, le Hirak, finalement, nous avons bien la preuve aujourd'hui qu'il est bien mort. Vous vous attendiez à un 3e anniversaire qui verrait le peuple algérien dans son entièreté dans la rue. Or, aujourd'hui, rien du tout. D'autres qui sont en face expliquent ça par la seule répression. De quoi est-il question, et je pose la question surtout aux sociologues, avant l'analyste politique, comment expliqueriez-vous cette situation? Alors, cette situation, je l'explique de la manière suivante. Je l'explique par le degré de... vraiment sans complaisance. Un certain degré de maturité de la population algérienne, et puis aussi, il ne faut pas oublier la mémoire sociale. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la société algérienne a connu deux grands conflits armés. Le premier conflit armé, ça a été celui de la guerre de libération nationale, et l'armée coloniale n'a pas hésité pour opérer des tortures, des massacres. Et donc la société algérienne a énormément souffert de cette période. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas un martyr ou qui n'a pas été touchée par la violence de l'armée coloniale. Et donc, c'est resté en mémoire et les Algériens ont comme maintenant la volonté de faire de la politique autrement que par la violence, surtout que nous sommes entre nous, c'est entre nous. Et puis il y a eu le deuxième grande tragédie violente, c'est les années 90. Donc en moins d'un siècle, les Algériens sont passés par deux grands conflits violents, très violents, qui ont fait des milliers de morts. Le premier conflit opposant à des étrangers, à des colons, aux Français, et le deuxième, malheureusement, opposant à des Algériens. Et donc, j'ai comme le sentiment que dans la mémoire algérienne, il n'y a pas une volonté, ou il n'y a pas plutôt le souhait de déboucher sur un troisième conflit très violent. Surtout que ce conflit, finalement, mettrait en opposition les Algériens et leur armée. Le Hirak est son armée, parce qu'il ne faut pas oublier que, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée du Hirak, c'est l'armée de l'Algérien. À titre personnel, je sens que c'est mon armée. C'est mon armée. Alors quel est le problème? Le problème est politique. Le problème est politique dans la mesure où l'armée ne veut pas, et depuis 62, elle ne veut pas, elle ne voulait pas, elle ne veut pas que les Algériens fassent de la politique. Pour des raisons très longues à expliquer, mais pour des raisons historiques. Et donc, l'armée dit, il faut pas faire de politique, nous sommes entre frères, il faut nous faire confiance, l'armée est constituée de nationalistes, c'est eux qui vont désigner les représentants qui dirigent les institutions de l'État. Et ce schéma, c'était le schéma de Boumedienne. C'est un schéma qui a échoué. Il a débouché sur le non-développement, sur la paupérisation,
sur la corruption. La première détonation pour mettre fin à ce schéma, ça a été 88. 88, il y a eu un début d'ouverture ou une volonté de passer à un autre régime, mais malheureusement, l'appareil militaire, non pas l'armée, l'appareil militaire a refusé une démocratisation sincère et il a infiltré les partis et donc les partis ont été vidés de leur substance autonome. Et il y a eu l'annulation des élections qui a débouché sur le conflit dont je parlais tout à l'heure. Et donc, après 20 ans de Bouteflika et l'erreur monumentale commise par l'appareil militaire qui a voulu encore remettre la momie. Bouteflika était une momie, il était pratiquement pas vivant pour le réélire une 5e fois. Là, le peuple, Shab Tartag, et le peuple s'est soulevé. Et donc, il y a eu de l'espoir, comme c'était pacifique, il y a eu l'espoir que l'appareil militaire suive cette volonté de la transition vers un régime démocratique, vers un état de droit, vers un régime civil. Il y avait cet espoir. Et cet espoir n'était pas infondé. Parce que je vais vous dire, il y a dans l'armée des gens, des officiers qui veulent un état civil. Et je maintiens, le phénomène Al-Irdiri qui est aujourd'hui en prison n'est pas un phénomène isolé. Ce n'est pas un phénomène isolé. Mais vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les officiers supérieurs du DRS ont eu très très peur et ils sont revenus en force, ils ont repris en main l'appareil de l'armée. Alors, je me permets de vous interrompre. Les officiers du DRS qui, comme le disent les météorologistes, ils sont comme le cyclone des Açores qui bloque toute évolution politique. Alors, je me permets de vous interrompre et je reviens à vous dans un moment pour vous permettre de poursuivre votre idée. Même question sur le Hirak, sur la situation actuelle, sur comment vous expliquez la situation, sur tout particulièrement ces attaques des proches du régime, des clients du régime qui sont en train de se réjouir publiquement et ouvertement pour dire « Ah, vous voyez bien que le Hirak est mort ». Oui, en ce qui me concerne, je ne dirais pas que le Hirak est mort, bien au contraire, il est dans une phase de reflux pour mieux rebondir, j'espère. Mais il ne pourra pas rebondir dans l'immédiat et dans l'immédiateté, c'est-à-dire sur les 3, 4, 6 mois à venir, dans sa forme ancienne. Il faut qu'il trouve en lui les ressources avec lesquelles il pourra redistribuer à la fois la parole politique, à la fois la parole sociétale, et avoir un regard sur les moyens à mettre en œuvre pour arriver à la satisfaction, non pas de ses revendications, mais de ses exigences, à savoir l'établissement d'un état de droit, et avec toutes les libertés inhérentes à cet état de droit. On peut aussi dire globalement qu'il y a aussi un affaiblissement du discours politique du Hirak pendant, durant la pandémie. Et là, je rebondis sur ce qu'avait dit mon ami Ibrahim à l'époque, c'est que ceux qui étaient censés porter ce Hirak et à la fois former le discours politique et l'élaborer du moins, il fallait penser cette discontinuité. Ensuite, au-delà de l'affaiblissement, il y a eu la fragmentation de la contestation par d'infinis moyens pour dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Je parlerai de l'anglais Mamazir, je parlerai de Badissi à Novembria, et je parlerai de toute cette manipulation que le commandement militaire et les structures de l'État ont mis en place, mais ça n'a pas marché. Il y a aussi
dans ce cadre-là, que les partis du système n'ont pas pu se renouveler et n'ont pas été ce que j'appellerais moi l'espèce de paravent et l'espèce d'amortisseur concernant le discours politique des nouveaux tenants du système. Si on se rappelle Bouteflika et même bien avant, il y avait les organisations de masse, il y avait des partis politiques inféodés au pouvoir, ils étaient connus et qui assuraient l'amortissement pour ne pas attaquer de manière frontale le président Bouteflika et l'armée en même temps. Je rejoins M. Adil Houari quand il disait, on l'avait dit déjà depuis au moins près d'une année, c'est que le fait qu'il y ait une confrontation directe politique entre l'armée et le peuple algérien, c'est que le peuple algérien, dans son intelligence, a compris que le cœur de cible, le cœur du pouvoir, était l'armée. Et maintenant, si on doit exonérer l'armée d'avoir choisi pour le pays et les Algériens la solution constitutionnelle, alors que le peuple algérien était parti sur une véritable transition avec un processus constituant, nous a amené à l'impasse que nous vivons aujourd'hui. Ils ont essayé aussi le pouvoir, et ça a participé un peu de la fragmentation de la contestation, quand ils ont essayé de domestiquer l'opposition sérieuse. Rappelez-vous de l'épisode FFS, et le FFS et le PT qui, pour moi, ont été incohérents politiquement, parce qu'ils se sont abstenus, ont appelé au boycott pour l'élection présidentielle, pour le référendum du 1er novembre, pour les élections de l'Assemblée nationale, mais qui ont été quand même au communal. Si on reste dans une espèce de cohérence politique, il fallait aussi rejeter, parce qu'il n'est pas possible d'être dans la cohérence politique en se disant que c'est une élection illégitime, c'est une élection qui a été fabriquée, c'est une révision constitutionnelle où on a donné des immenses pouvoirs à l'armée, encore une fois, dans son article 30 et l'alinéa 4, ensuite le 87 bis, ce qui fait que l'armée et ceux qui détiennent le pouvoir le font de manière la plus légale possible. Mais ça ouvre une perspective politique aux gens qui veulent faire de la politique et de manière pacifique. Il faut qu'on sorte de cette métapolitique et qu'on rentre dans une stratégie de prise de pouvoir par le peuple à travers ses représentants. C'est ces questions-là qui doivent nous agiter d'abord. Et pour terminer, je dirais que il s'est posé aussi, et là il faudra peut-être disséquer, et je pense que c'est le sens de votre question, de disséquer ce que j'appellerais moi la problématique de la représentativité du Hirak. Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Une question d'abord qui s'est imposée au Hirak, et par rapport justement à cette représentativité, est-elle responsable de l'insuccès du Hirak d'aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Je reviendrai vers vous, Edil, pour vous poser cette question, justement, lors du prochain tour de micro. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Alors, Brahim Younsi, votre avis sur cette question? De nouveau, pourquoi ce que l'on appelle le Hirak n'est pas sorti aujourd'hui. Je l'analyse personnellement, c'est que le pouvoir illégitime a symboliquement récupéré le Hirak, parce qu'il a même décrété Hirak Moubarak, et cette journée était une journée en principe chômée et payée. Journée nationale en tout cas. Oui. Il ne veut pas se caler sur le même calendrier que le pouvoir. Les révolutions... pourtant, Brahim Younsi, pourtant, excusez-moi de vous interrompre, pourtant, il a mis le grappin sur le 1er novembre, il a mis le grappin sur le Moujahidine, sur Chouhada, sur 5 juillet 62, sur octobre 88, il a mis le grappin sur tout. Pourquoi pas sur le Hirak non plus aussi? Oui, justement, mais le peuple a compris cela. Oui. Le peuple a compris qu'il a mis le grappin sur ce que l'on appelle le Hirak du 22 février 2019, il l'a récupéré constitutionnellement, et la révolution, appelons le Hirak encore, le Hirak a compris, ou les gens qui
qui sont dans le Hirak ont compris qu'ils rentreraient dans le jeu du pouvoir s'ils sortaient un 22 février. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent, sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent. Parce que le peuple algérien a fait sa révolution. La révolution de la société est faite à diverses dimensions. Le peuple a restauré, j'allais dire, sa souveraineté, d'une certaine manière. La révolution dans la société est globalement faite. Il reste la révolution des institutions. Et c'est là où les choses se passeraient plus tard. Il y a aussi une chose, à mon avis, dont il faut absolument se rendre compte, c'est que le système continue de se dégrader. Passez-moi cette expression, ce mot des physiciens, c'est qu'il est toujours sujet à l'entropie. C'est-à-dire à cet effet, à ce principe de dégradation du système. Les systèmes continuent de se dégrader. On a parlé tout à l'heure, je crois, du retour. C'est vrai qu'il y a un retour du DRS, et ce n'est pas le retour du DRS qui a fait que la population ne soit pas sortie aujourd'hui. Ce n'est pas du tout l'action du DRS qui a fait que le peuple n'a pas peur, le peuple attend que un moment propice, sachant que le régime, le système continue de se dégrader, et nous l'avons vu tout au long de notre histoire. Chaque fois que le système se dégrade, il faut absolument qu'il se réorganise, qu'il mette de l'ordre. À chaque fois, il met de l'ordre et de l'ordre martial. Il a toujours récupéré les choses, soit par la répression, soit par la prébende, y compris par les avantages sociaux. Et vous en avez parlé tout à l'heure. Souvenez-vous qu'en 1976, Houari Boumediene a compris, et d'ailleurs certains, comme Abdelrazak Bouhara par exemple, ont été les auteurs de cette idée qu'ils ont fait passer à Boumediene, parce que le système était désorganisé. Il n'y avait pas d'ordre dans le système. Et il avait décidé de faire la charte nationale, l'élection présidentielle, l'Assemblée nationale, etc. Et puis, cela a été dit tout à l'heure, la modernisation de l'économie algérienne par l'industrialisation accélérée avait complètement échoué, totalement échoué. Il fallait absolument redonner de l'ordre au système et réorganiser ou organiser de nouveau le système. Or, il y a eu la question du Sahara occidental. La question du Sahara occidental a fermé les portes, a complètement fermé les portes. Et souvenez-vous qu'il y a eu après des secousses, et plus que des secousses, des convulsions en Kabylie en 80, à Alger, dans l'Algérois de façon générale, en 82. Il y a eu des convulsions dans l'Est du pays en 1986. Et que fait-on en 1986? Et là encore, c'est Bouhara, Abdelrazak Bouhara, qui, au comité central du FLN, fait un discours pour appeler à l'ouverture du parti unique à d'autres courants politiques, même s'il y avait le PAX au comité central et dans le FLN, et au courant politique. Et cela ne s'est pas fait, et on a eu en 1988 une révolution, une insurrection populaire où les victimes se comptent par centaines en 1988. C'est-à-dire le cycle de la dégradation du système se fait grosso modo tous les 10 ans. On le voit 76, 86, on l'aura plus tard, et puis en 2019, c'est la grande dégradation du système. Le système
est devenu visible qu'il ne gouvernait plus, qu'il n'avait plus d'ordre, qu'il n'avait plus de fonctionnement organisationnel avec Bouteflika qui n'avait plus les rênes du pays. Et puis voilà, c'est la dégradation du système qui fait que, à mon avis, et les Algériens l'ont compris, qu'il ne fallait pas sortir aujourd'hui, et je suis sûr qu'ils sortiront demain, parce qu'il y a toujours une intervention de l'extérieur. Là, ce n'est pas pour réorganiser ou donner de l'ordre, y compris de l'ordre rationnel ou de l'ordre juste au même système, mais de changer le système. Parce qu'on a fait des changements à l'intérieur du système en 76, en 86, etc. On a fait des changements dans le système. Or, à mon avis, dans les prochaines semaines, cela me semble vraiment évident, le changement du système se fera d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors, Karim Naïtou Slimane, pour ce premier tour de micro, avant de passer au suivant. Karim Naïtou Slimane, merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir Djamaldine, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir aussi à tes honorables invités. Je pense qu'il faut être très vigilant quant à la manière de poser cette question. La question du Hirak, la question de l'absence de la mobilisation aujourd'hui. Parce que le système a travaillé depuis maintenant 3 ans sur une contre-révolution et dont l'un des mécanismes consiste au déplacement de la responsabilité, et j'en avais parlé très longuement sur ce plateau même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que lorsque certains s'interrogent sur l'absence de mobilisation un 22 février, on a l'impression que le Hirak est passé de solution à problème. Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Désolé. Donc, on a l'impression que le Hirak se transforme en solution à un problème. C'est-à-dire le Hirak, qui représente la meilleure solution à ce régime, se transforme à un problème, alors qu'il ne faut pas oublier, le problème en Algérie, c'est ce régime. Et d'ailleurs, on n'a pas très bien compris. Ce problème, qui est supposé être une solution pour l'avenir, se transforme en problème pour qui? Pour le régime ou pour la population, pour la société? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'interroge sur le Hirak, il faut être vigilant quant à la manière de poser les questions liées au Hirak. C'est-à-dire, si on ne pose pas la question comme il se doit, on a l'impression que c'est le Hirak lui-même qui devient problématique et qu'on oublie que le problème de l'Algérie, ça n'est pas le Hirak, mais c'est le régime. Et que le Hirak, dans son sens, n'est pas à remettre en question. Même si, bien sûr, on peut très légitimement questionner certaines de ses méthodes. Par exemple, au niveau de la méthode, on peut se poser toutes les questions. Mais au niveau du sens, le Hirak garde toujours son sens principal. Et d'ailleurs, l'une des plus grandes réussites du Hirak, c'est qu'il a réussi quand même à fixer le point nodal de la question du problème algérien, qui est la nécessaire démilitarisation du champ politique. Parce que je suis tout à fait d'accord lorsque le Oualiadi parle de l'impact de la peur. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la peur qui est instrumentalisé par ce régime. Et d'ailleurs, on le voit même en Occident, même en Europe, pendant cette période de Covid, nous avons vu comment la peur, la tension qui a été menée par les médias a quand même fait reculer les peuples, notamment par exemple en France, sur certaines libertés fondamentales, parce qu'ils étaient quand même sous la menace de la peur. Et la même chose maintenant se passe en Algérie, et je suis aussi d'accord avec le Oualiadi lorsqu'il parle de l'inconscient collectif. Donc cette peur, maintenant, la peur de l'instabilité, parce que le système a fait quand même actionner 2 leviers, c'est le levier sécuritaire, c'est-à-dire la menace de l'instabilité, en donnant à chaque fois, en répétant à chaque fois l'exemple syrien, l'exemple libyen, et puis aussi
le levier social. C'est-à-dire, le système a opéré, a fait un chantage social sur le peuple. Il faut savoir que, par exemple, la rareté de certaines denrées sur le marché n'est pas due au hasard en réalité. On sait très bien comment sont organisées ces opérations de mise sous tension de la société. Et donc, maintenant, reste à savoir quel rôle l'opposition va jouer. Et je pense qu'il appartient maintenant à l'opposition, au Hirak, de réinventer ses méthodes pour mener justement ce combat sur le champ social, parce que la situation actuelle se présente de la sorte. Le régime se présente comme l'ultime sauveur du peuple, c'est-à-dire vous voulez la sécurité, la stabilité, et vous voulez aussi garder un minimum de vie sociale, donc il ne faut pas changer de régime. Il présente le Hirak comme étant dans l'incertitude totale et n'ayant pas de projet de société, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il appartient maintenant aux politiques, aux militants qui sont dans le Hirak de sensibiliser encore de nouveau les Algériens sur ce pareil insensé qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il faut le rappeler maintenant, il faut le rappeler, ce régime, et je le dis, ce régime, ça sera la famine dans quelques mois, voire quelques années. Ça sera l'exemple vénézuélien. Il ne faut pas oublier que même les vagues d'immigration qu'on voit en ce moment, le départ des médecins, le départ des haragas et le départ d'autres couches de la société algérienne, elle est due à la dégradation de la situation sociale avant tout de l'Algérie. En Algérie, il n'y a que 2 millions d'Algériens qui travaillent en dehors des fonctionnaires. On a une population qui accroît chaque année. Vous savez qu'en Algérie, nous avons plus d'1 million d'Algériens chaque année. C'est-à-dire, depuis le Hirak, depuis 3 ans jusqu'à présent, nous avons 3 millions d'Algériens de plus. C'est l'équivalent des habitants d'Alger. Ça, les gens n'arrivent pas à le voir. Et parier encore, donner du crédit pour ce système, c'est la famine. Ça sera la famine dans quelques temps. L'Algérie va s'effondrer. C'est pour ça que nous devons sensibiliser les Algériens sur la nécessité de poursuivre cette lutte politique pour changer le système. Et lorsqu'on s'interroge sur le Hirak, on ne doit pas l'interroger dans son sens profond, parce que son sens est toujours valable. C'est la rupture avec l'ancien système, c'est une transition pacifique et un changement radical du système qui passe d'abord par la démilitarisation du champ politique. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, Karim, pour vous demander de nous dire ce que vous entendez par opposition. Vous avez dit ça à l'opposition, et puis vous avez précisé au Hirak. Ce que vous entendez par opposition, où se trouve-t-elle, de quoi est-elle constituée, comment l'identifier? Avant de revenir vers Adel Houari, je demanderai à mes invités de faire des tours de micro un peu plus dynamiques, un peu plus courts, pour que nous puissions traiter de plusieurs aspects de la question. Mais nous allons d'abord voir les diasporas ne se ressemblent pas, vous allez le constater, les diasporas algériennes, qu'elles soient à Paris, à Montréal ou au Qatar, vous allez voir qu'elles ne sont pas les mêmes. Et je précise que je ne jette la pierre à personne. Ce n'est pas à toute la communauté présente au Qatar que je jette la pierre. Je parle de ces gens qui ont été à la rencontre avec leur président, qui lui ont fait des sourires tout pleins et qui sont étalés à ses pieds, alors qu'ils auraient pu tout simplement ne pas y aller. Même s'ils subissent des pressions de la part des autorités du pays, à la limite, au moins, ils ne se seraient pas rendus, on aurait compris. Alors, regardons Paris, Montréal et Qatar. Les généraux à la poubelle, والجزائر تبكي الاستقلال. Les généraux à la poubelle, والجزائر تبكي الاستقلال. تبكي الاستقلال، تبكي الاستقلال، تبكي الاستقلال. الاستقلال، 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 الاستقلال.
Vous aurez compris que le son de Qatar, c'était un son qu'on avait rajouté. Hein. Alors, Adil Houari vient de parler à Salim, il lui a demandé qu'on nous puissions le libérer assez tôt, donc nous allons le garder un peu pour un tour de micro assez long avant de le libérer. Adil Houari, vous nous aviez parlé tout à l'heure de la présence de ces militaires qui seraient pour une transition, pour le confinement de l'armée à ses seules missions militaires. Pourquoi n'ont-ils pas pu peser dans la balance et profiter de cette chance que leur avait offert le Hirak pour une transition? Vous savez, une transition, ça prend du temps. Ils auraient pu prendre encore des années à quitter le pouvoir doucement, en préparant y compris les conditions de leur propre départ, en douceur. Alors ils ont préféré affronter ces aspirations à la démocratie, quitte à demain se retrouver devant la violence d'un front social, devant une revendication politique autrement moins pacifique. Pourquoi ces militaires qui sont présents au sein du commandement et qui aspirent à une vraie démocratie ne se sont-ils pas manifestés, j'allais dire, de façon plus positive? Adil Houari. La réponse à votre question, qui est légitime, elle est facile. Elle est facile. Nous, les civils, on peut exprimer notre opinion politique et même notre rejet de la politique, mais un militaire ne peut pas le faire, non pas parce qu'il obéit à la discipline, mais de peur de faire éclater l'armée. L'unité de l'armée est essentielle. Et donc, mais est-ce que l'armée, Adil Houari, est-ce que l'armée, c'est très important de le préciser, est-ce que l'armée, c'est cette quinzaine ou cette vingtaine ou cette centaine de généraux, de décideurs militaires qui ont pris toute l'institution en otage et qui s'en servent comme ils veulent pour leur intérêt personnel, individuel, celui de leur coterie, celui de leur famille, celui de leur clientèle? Est-ce que c'est ça l'armée? Je ne vous étonnerai pas si je vous disais que les militaires, les officiers, sont plus surveillés que les civils. Les militaires sont plus surveillés. Et les promotions au grade de colonel et de général, ce sont des promotions quasi politiques. Quasi politiques. Voyez-vous, c'est le DRS qui valide les promotions. Donc c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Et par ailleurs, il faut maintenir l'unité de l'armée. Mais le fait que le Bounouira, qui était dans une prison militaire, ait pu faire sortir des vidéos, ça prouve qu'il y a des éléments dans l'armée qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le commandement militaire. Et là, je ne peux pas croire, parce que... Bon, c'est peut-être tout simplement la manifestation de division au sein de l'armée. Et les militaires, ils partagent l'opinion de la majorité des Algériens. Mais ils sont pris dans des mécanismes, dans une solidarité de corps et dans des impératifs d'unité de l'armée qui font que ça ne peut pas s'exprimer publiquement. Mais ça se fera. Ça se fera le moment venu. Mais Adil Houari, est-ce que ces gens qui sont quand même d'un certain niveau, qui ont fait des études dans de grandes écoles militaires, qui ont une vision des choses, même s'ils ont surtout appris à obéir et à commander. Mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vont vers le mur, que la situation est ingérable, que la crise économique qui déboule et qui risque de faire des dégâts considérables au sein des équilibres, risque de faire basculer cette contestation politique en France sociale, en jacquerie, en émeute? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Mais bien sûr qu'ils se rendent compte. Si vous discutez en privé avec un colonel ou même avec certains généraux qui ne sont pas corrompus, ils partagent les analyses que font les hirakistes. Mais ils sont pris dans des appareils, dans des réseaux de surveillance, etc. Ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que je dis que la prise de conscience, elle doit se faire à partir de la population, et lorsque l'appareil militaire se sentira isolé idéologiquement et politiquement, les voix
dans l'armée, des officiers se feront entendre pour que l'armée ne soit pas coupée de son peuple, de sa population, de la société. Mais ça va venir. Ça va venir. Il ne faut pas désespérer. Le problème, c'est... Quel est le grand problème? Le problème, c'est la peur des officiers supérieurs d'être jugés pour ce qui s'est passé dans les années 90. Cette peur joue un rôle déterminant. Et c'est pour ça qu'il faut une négociation de telle manière à ce qu'il y ait, comme au Chili, comme au Brésil, etc., des accommodations, des négociations. Mais pourquoi n'y a-t-il pas au sein... Il a été jugé par un juge espagnol lorsqu'il s'est rendu en Angleterre. Donc il faut donner des garanties, il faut négocier une sortie de crise, il faut négocier le passage du pouvoir militaire au pouvoir civil. Oui, mais Abdel Hawari, qui serait habilité à négocier avec des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, les blanchir, leur pardonner, les amnistier, alors que personne ne représente la vraie volonté populaire? Ce n'est qu'à partir d'une vraie démocratie et d'une vraie dynamique vérité et justice qu'il pourrait aboutir à une telle situation, à une situation d'amnistie ou de réconciliation nationale. Personne aujourd'hui n'est habilité ou ne peut se permettre de dire pour la paix sociale, pour permettre à la situation de se décongestionner, il faut que nous pardonnions aux criminels de guerre et aux criminels contre l'humanité. Je comprends très bien, c'est un problème très difficile, mais il est soluble par un grand débat national. Il faut en débattre et il faut se fixer des objectifs. Quel est l'objectif? Comment sortir de ce cyclone des Açores dont je parlais et qui bloque l'évolution politique? Je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution. Je suis en train de dire que ça devrait être débattu. Ça devrait être débattu et déboucher sur une négociation avec l'appareil militaire pour sortir de cette situation où le pouvoir militaire est la source de la légitimité. Il faut sortir de cette situation. Il faut dépolitiser le grade de général. Parce que le grade de colonel n'est pas politisé, n'est pas politique. Mais le grade de général est politisé. Dès que vous accédez au grade de général, vous êtes un homme politique. Et c'est la dépolitisation du grade de général qui signifie aussi la modernisation de l'armée qui permettra d'envisager une transition vers un pouvoir civil, vers un État civil. Bien sûr qu'il y a l'héritage des années 90. C'est très difficile. Il faut en débattre, il faut un débat national. Merci Abdel Hawari, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci Hawari. Alors, Idir Wounoughen, d'abord nous allons voir Monsieur Tebboune au Qatar, écouter un peu ce qu'il est en train de nous dire au sujet de la démocratie, n'est-ce pas? Monsieur Tebboune. نوعدكم بشيء طريق تاع الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه لأن هذاك هو الأساس ولكن نتفاهموا على التعريف تاع الديمقراطية. إذا كان التعريف تاع الديمقراطية في الذهن تاعك ندير واش نحب، لا، حريتك تنتهي وتبدأ حرية الآخر. الشتم ما يجيبش فايدة، يجيب العنف، وعشنا العنف اللفظي وفتنا العنف الجسدي وخلى لنا 250 ألف ضحية. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدولة. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأنها كان طالب. Alors, Idir Wounoughen, avant d'en arriver à la question que je voulais vous poser, vous avez bien entendu, le monsieur a parlé de 250 000 morts. Et c'est le président de la République cette fois-ci. Parce que Bouteflika, le précédent président de la République, avait parlé de 200 000 morts. Là, monsieur Tebboune vient de faire une déclaration gravissime où il augmente de 50 000 le bilan
du nombre de victimes sans plus de précision. D'abord, un petit commentaire sur ce chiffre déclaré depuis une capitale étrangère. C'est d'abord, pour moi, je résumerai en un seul mot, c'est l'irresponsabilité d'abord, et que véritablement, il est loin d'avoir la stature d'un homme d'État en parlant comme ça. Et quand il dit démocratie al-Moussoula, ça me fait rappeler M. Chadli Benjdid, c'est des concepts qui sont complètement dépassés et qui ne sont pas au goût du jour. De ce côté-là, je pense qu'il faut faire carrément l'impasse sur ce qu'aurait pu dire M. Tebboune ou pas. M. Tebboune est une variable d'ajustement. Et il parle de démocratie au Qatar. Oui, mais quand il dit, excusez-moi, quand il dit une démocratie responsable, rappelez-vous du fameux slogan de M. Chadli Benjdid. Donc, imaginez-vous, il y a plus de 40 ans. Ouais. Et ce n'est pas les exigences du Hirak, ni de la jeunesse du Hirak, ni de la générosité du Hirak. En deuxième point, je suis un peu en désaccord avec M. Abdel Houari quand il s'exprime sur l'armée. Il faut qu'il comprenne. Ce que je peux comprendre, par contre, c'est qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup parlé sur la cohésion de l'armée suite aux décisions irresponsables de M. Gaïd Salah, et qui sont évidemment de la même veine avec M. Chengriha, où on disait ils nous proposent de mauvaises solutions. Parce qu'ils ont essayé plusieurs solutions, alors que le vrai problème, c'était d'emmener le pays, la société tout entière, à la transition. C'est vrai que, probablement, qu'il y a des généraux patriotes, quand nous sommes fiers de notre armée, mais quand vous avez un chef d'état-major, M. Gaïd Salah, et M. Chengriha, qui occupent l'espace médiatique, qui s'improvise pour M. Chengriha d'à la fois de ministre de la Défense, de ministre des Affaires étrangères, de président de la République, il y a confusion des rôles. J'ai souvent dit que ça disqualifie en plus la parole du président de la République, en l'occurrence M. Tebboune. Alors, c'est le premier élément de désaccord. Il parlait aussi des grandes tragédies qu'a vécu le peuple algérien à l'indépendance, mais il a oublié de citer les maquis démocratiques du FFS. Et si on devait lister toutes les personnalités politiques du mouvement national qui étaient FFS au départ, et c'est à ce moment-là qu'on a ghettoisé justement toute la Kabylie, alors que c'était une revendication démocratique pour l'ensemble du pays. Et Brahim est là pour le confirmer, lui qui a été un proche collaborateur de M. Ben Bella. Les accords étaient signés entre le FFS et M. Ben Bella pour entrer en pleine démocratie. Bon, il pourra y répondre s'il le veut bien. Alors, Idir Ounouren, tout à l'heure, vous avez parlé de la problématique de la représentativité du Hirak. Comment la voyez-vous, cette problématique de représentativité du Hirak, si tant est qu'elle puisse exister, si tant est qu'elle soit envisageable? C'est-à-dire, tout à fait. Ce que je voulais dire par là, mais en amont, il faut que je précise quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'insuccès d'aujourd'hui est peut-être lié intimement au fait que le Hirak ne s'est pas organisé au moment où, dans toutes les villes d'Algérie, le peuple algérien est sorti coloré dans toutes ses composantes transgénérationnelles, transpartisanes, pour exiger justement la transition, au-delà du 5e mandat, évidemment, du refus du 5e mandat, la transition et arriver à un processus constituant pour refonder la nation et l'État en même temps. Qu'est-ce qui nous a manqué dans cette période? C'est qu'une représentativité éventuelle se travaille. Elle se travaille, elle ne peut pas sortir ex nihilo. Il fallait s'ouvrir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives où il y avait des syndicats autonomes, des personnalités, des associations. Et il y en avait beaucoup. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour essayer de fédérer, de structurer à la fois les revendications politiques, parce qu'il fallait les structurer dans un espace commun. Et on a manqué cette étape. On a manqué l'étape, justement, pas de structuration, d'organisation. J'ai souvent dit sur vos plateaux qu'il fallait que les médecins, que les corps
c'est-à-dire que les conseils de l'ordre des médecins, des architectes, des pharmaciens, toutes les corporations puissent se retrouver, chacun dans son domaine d'expertise, pour donner son appréciation. Il fallait organiser la société. Évidemment, le politique seul ne peut pas. Si la société civile n'est pas saine et ne fait pas l'effort de converger vers disons, la feuille de route qu'auraient éventuellement élaboré les politiques qui existaient déjà, mais il y en a d'autres qui ont émergé raisonnablement du Hirak. C'est dans ce cadre-là qu'on a loupé, je pense, la transformation de l'essai, comme on dit en rugby. On ne peut pas, c'est un travail, il faut construire l'alternative, il faut que toutes les forces patriotiques du pays qui ont cette Algérie chevillée au corps, cette jeunesse qui doit être très représentée, les femmes doivent être très représentées, les syndicats, les journalistes, excusez-moi, je sais très bien ce que vous allez me dire à propos des journalistes, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a loupé le train de l'organisation. Et on aurait pu aller, une fois que tous ces corps intermédiaires qui existaient déjà, et les corps intermédiaires qui se seraient manifestés en se lançant dans la bataille, on aurait pu converger dans une espèce de congrès national algérien avec des comités locaux régionaux, et on aurait pu aller vers des assises, et rien n'aurait pu arrêter la Hirak. Très bien. Alors, Brahim Younsi, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez dit, que vous sembliez dire que ce n'est pas la répression qui a neutralisé le Hirak, mais que un peu que le peuple voulait dire que le peuple algérien semble être en train d'attendre que le fruit soit mûr pour pouvoir le cueillir, si j'ai un peu exprimé le sens de ce que vous vouliez dire, Brahim Younsi. Sinon, d'une certaine manière, oui. Oui. D'une certaine manière, oui. Ce qui est, à mon avis, on a parlé de prise de conscience. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je crois qu'il y a une grande prise de conscience de la population. Le peuple a pris conscience. Et il a pris conscience d'abord de sa force, je le répète, et il a pris aussi conscience de la faiblesse du pouvoir, en prenant conscience de la dégradation du système. Et je crois que intuitivement, et comme disait mon ami Idir, qui l'a répété plusieurs fois, par son intelligence, il a compris que le système s'est beaucoup dégradé. De quelle manière? Parce que vous savez, pardonnez-moi, je vais encore employer un terme de physique et de thermodynamique, c'est que l'entropie continue à travailler le système. Mais il y a dans des systèmes où la négantropie, c'est-à-dire le principe d'organisation, se met en route par lui-même, où il faut l'aider de l'extérieur. Il est clair que, à mon avis, le peuple a compris qu'il ne devait pas jouer le principe d'organisation du système, de l'aider à mettre de l'ordre dans le système. Il a essayé et il essaye de mettre dans l'ordre dans le système par la répression. Il croit avoir mis de l'ordre dans le système parce que les Algériens ne sont pas sortis aujourd'hui. Souvenez-vous, je reviens en 1976, parce que c'est le moment crucial des causes profondes du 22 février 2019. C'est 1976. C'est crucial de le comprendre. Oui. C'est que ceux qui avaient compris en face que le système s'était dégradé, que l'entropie l'avait abattu d'une certaine manière, c'est les quatre. C'est Farhat Abbas, c'est Ben Khadda, Lahouel, Khirdine, qui avaient fait un appel en pleine tempête. Oui. Malheureusement, ils étaient seuls et ça n'a pas fonctionné. Bon, le système s'est quelque peu restauré, mais aujourd'hui, le système est en pagaille. Beaucoup de généraux sont en prison. Le pouvoir essaye d'introduire et de verrouiller de nouveau certains ordres qui étaient déverrouillés d'une certaine manière.
l'ordre économique et puis évidemment, d'une certaine autre manière, l'ordre culturel, en reconnaissant la berbérité, la langue berbère, etc., un haut commissariat à la berbérité, etc., ou à la mazérité, etc. C'est dire que aujourd'hui, il est en train de verrouiller les ordres. L'ordre politique a toujours été verrouillé, en dépit du pluralisme politique. L'ordre social était totalement verrouillé, ou continue à être verrouillé, parce que le pouvoir en place ne reconnaissait pas les syndicats libres. Il restait l'ordre culturel qu'il a tenté de verrouiller par le Haut Commissariat à la majorité, mais il lui échappe. Mais il y a eu une tentative de verrouillage. Et vous avez le verrouillage de la ressource économique qui vient avec l'emprisonnement de beaucoup de chefs d'entreprise. Il est en train de faire la restauration, d'essayer, de tenter de restaurer l'ordre économique. Et c'est de cela dont il s'agit. Je crois que le Hirak... Restaurer l'ordre économique ou reprendre en main des leviers décisionnels de distribution de la rente? Oui, mais verrouiller l'ordre économique, reverrouiller l'ordre économique. D'autant qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, etc. Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du débat national. Et là encore, on revient en 1976. 1976, il y a eu un débat national. Vous l'avez vécu, c'est Jamel. Notre ami Idir l'a vécu, peut-être pas notre ami Karim. Mais le débat national a eu lieu en 1976. On a laissé, et tout cela parce que le système s'est dégradé. Je pense qu'il ne faut pas aller vers un débat de ce type qui ne soit pas un débat réellement démocratique, où la pluralité est reconnue. D'autre part, sur le lien entre l'armée et le peuple, ce lien, je suis désolé, parce que l'armée, et vous aviez posé la question souvent, que l'armée nationale populaire était l'héritière de l'armée de libération nationale. Le peuple a joué le jeu de ce point de vue-là. Il a accepté que l'ANP soit l'héritière de l'armée de libération nationale jusqu'en 1988. Jusqu'en 1988. En 1988, l'armée tire sur le peuple. Il y a une rupture, une césure totale, je dis totale, irréparable. Et là, je me permets de vous interrompre, Brahimi aussi. Oui, allez-y. Irréparable, une rupture, une césure entre l'armée et le peuple. Très bien. Alors, Karim Naïtou Slimane, on va essayer de faire un détour de micro un peu plus dynamique parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Tout à l'heure, vous avez parlé d'opposition et en même temps de Hirak. Et c'est comme si vous aviez un peu, dans ce débat entre nous, c'est comme si vous avez insufflé une sorte d'espérance, de l'optimisme, des promesses qui seraient un peu dans l'air, que tout ça peut s'organiser, que tout ça peut se mettre debout, que tout ça peut devenir une vraie révolution pour aboutir à un vrai changement, pour pouvoir enfin aller vers une vraie nouvelle Algérie. Tout à fait, Jamel Dine. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la manière d'abord de poser le débat. C'est-à-dire, si on pose le débat sur le Hirak étant problématique, je dirais d'avance que non, le Hirak n'est pas problématique. C'est le régime algérien qui est problématique. Et le Hirak est l'une des solutions qui pourrait nous emmener à changer de régime en Algérie. Alors, de ce fait, lorsqu'on pose la question de cette manière, on se dira, alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, 3 ans après le déclenchement de ce Hirak, pour lui donner une dimension révolutionnaire, tout en restant bien sûr dans le cadre du pacifisme, de la Silmiya? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant du côté des Hirakistes? Parce que lorsque je parlais d'opposition, vous l'aurez compris, je ne parlais pas ni de l'opposition structurée en partie affidée au régime, ni même de la société civile aussi affidée au régime, mais je parlais bien sûr des militants du Hirak, des quelques partis, même s'ils sont extrêmement rares, mais des quelques partis qui sont toujours sur la ligne du Hirak, et puis bien sûr des quelques mouvements de la société civile qui sont toujours sur les positions du Hirak. Alors,
au sein de cette grande famille du Hirak, ce qu'il faudrait faire maintenant, je ne pense pas qu'il s'agit uniquement de parler d'organisation, parce qu'il y a une organisation opérante et il y a une organisation inopérante. Une organisation inopérante, c'est le type, par exemple, qu'on voit par exemple sur la place de la République à Paris. Il faut savoir que plus il y a de collectifs organisés sur la place de la République, qui est un échantillon, hein, moins nous avons d'Algériens mobilisés. Plus les collectifs s'organisent en collectif, plus, moins le peuple se mobilise en réalité. Donc, ce type d'organisation est un type d'organisation inopérante, tel point qu'on ne peut même pas faire une réunion de militants qui ont des obédiences différentes. Donc, c'est un type d'organisation qui, au contraire, dessert le Hirak. Par contre, il y a une organisation opérante, et c'est une organisation alors qui n'est pas basée sur, qui n'est pas fondée sur les acteurs, ni sur les personnes, ni sur les mouvements ou partis en tant que tels, ni sur les organisations et aux collectifs en tant que tels, ni même sur les initiatives. Quel est ce type d'organisation opérante que nous appelons de nos voeux? C'est tout simplement l'organisation en mode d'alliance. Il faut maintenant, à l'intérieur du Hirak, de l'opposition qui constitue le Hirak, commencer à réfléchir au mode d'alliance. Et l'alliance, justement, va mettre en évidence ce qui nous rassemble tous, et surtout, elle permettra d'isoler l'adversaire, de désigner, de nommer l'adversaire, qui est, bien sûr, le régime politico-militaire. Mais alliance Karim, entre qui et qui? Peut-être que certaines personnes vont comprendre des alliances par affinité. Ça veut dire les islamistes vont s'allier, les laïcs vont s'allier. Ça ne s'appelle pas une alliance. Oui, mais alliance entre qui et qui? Justement, une alliance entre les différents courants, les différentes obédiences qui traversent justement ce Hirak. Par exemple, nous l'avons bien vu, il y a quand même deux axes majeurs. Nous avons dans le Hirak, par exemple, en dehors des personnes qui ne sont pas encartées, nous avons un courant, on va dire, conservateur ou islamiste, avec un courant, on va dire laïcisant. Séculier, voilà. Ouais. Voilà, pour rester. Donc, et ça, par exemple, ces deux courants, à un certain moment, dans une logique d'alliance, bien sûr, il faudrait d'abord avant même d'arriver à un débat national, d'ampleur nationale, parce que le débat national, de fait, va englober même ceux qui représentent le régime aussi. Avant même d'aller vers cette étape, il faut, à l'intérieur de ce qui constitue le Hirak, commencer à avoir des contacts, du travail sur cette alliance entre les différentes obédiences existantes pour sortir avec une traduction politique de ce que le peuple a posé à un certain moment et a revendiqué dans la rue, c'est-à-dire une souveraineté populaire et un état de droit. Et si on arrive à faire cette organisation, là nous arriverons à une organisation opérante. Et vous allez voir pourquoi je parle de ce terme opérant. Parce que c'est quoi le but d'une organisation? Vous nous le direz pour le dernier tour de micro. Si vous me permettez, je ne vais pas trop long. Allez-y. Parce que c'est quoi une organisation opérante? Une organisation opérante, c'est une organisation qui mobilise le peuple, qui fait sortir le peuple dans la rue. Parce que quel que soit le type d'organisation, si le peuple ne sort pas dans la rue, si nous ne renversons pas si nous n'arrivons pas à renverser le rapport de force avec ceux qui tiennent le régime actuellement, nous ne pourrons tout simplement rien faire. Et restez avec nous, je reviens à vous pour le dernier tour de micro. C'est maintenant le dernier tour de micro, il vous reste à peu près 3 minutes chacun au grand maximum. Alors peut-être une note d'espoir pour tous ceux qui espèrent de ce Hirak, de cette révolution, comme dit Brahim Younsi, qui préfère le qualifier ainsi, qui espère que ce mouvement social, ce mouvement politique de grande contestation, ce mouvement qui a aussi rassemblé les Algériens, rappelez-vous, cette joie, cet enthousiasme, ces retrouvailles de gens que ce régime avait tout fait pour diviser, pour séparer, et qui se sont retrouvés ensemble en millions dans la rue et pendant des années,
avant que ne vienne le Covid et d'autres circonstances. C'est le dernier tour de micro. Idir Nouren, en moins de 3 minutes chacun, s'il vous plaît. Merci. À propos de la déclaration de nos 4 héros nationaux, parce qu'il faut les appeler comme ça, M. Farhat Abbas, Hossein Lahouel, Cheikh Erdine et voilà, l'autre, ça me sort de la tête. J'ai participé un petit peu en tant que militant. Ben Khedda, Farhat Abbas et Lahouel, entre autres. Hein. Oui, il y avait quand Boumediene avait dit deux Fatem al-Qitar. Et je me souviens qu'à l'époque, avec certains camarades, on mettait la déclaration dans les boîtes aux lettres. Ceci étant dit, mais ce qu'il faut rappeler dans cette déclaration, c'est que c'était au moment où la charte nationale était évoquée, était mise en place, c'est que ces 4 grands monsieur de la révolution algérienne disaient que le peuple algérien n'a pas besoin de charte nationale, mais d'une assemblée constituante. Voilà, ça résumait. Tous les gros problèmes du pays sont arrivés, ont été mis en œuvre par la police politique de l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas justement d'une assemblée constituante. Ça s'est vérifié en 62, 63 et donc en 76 et maintenant aussi. Nous sommes dans un insuccès, je ne dirais pas l'échec. Ce que Karim disait à ce moment en parlant d'organisation, j'ai dit une forme d'organisation. On ne peut pas envisager sérieusement la dynamique et la trajectoire du Hirak s'il n'y a pas la société civile autonome qui accompagne les politiques. Il ne s'agit pas de dire l'opérabilité de l'action, elle se travaille. Elle se travaille surtout sur le sol national. Il faut que toutes les associations non inféodées au système, les corps intermédiaires, les syndicats, mais ça se travaille, ça ne peut pas venir en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Ensuite, il y a des politiques qu'à partir du moment où nous estimons, et je vais être un peu dur et je m'excuse même auprès des téléspectateurs, je ne suis pas un va-t-en-guerre, à partir du moment où on estime que le processus initié par le commandement militaire en allant vers le processus constitutionnel suite à la démission de M. Bouteflika et de faire une élection à la papa, comme dirait l'autre, n'a pas marché. Il faut que les politiques, une fois que la société commence à s'organiser, développent. Nous sommes contre cette élection, on appelle à la démission du président de la République parce qu'on estime que son élection est illégitime. C'est une action politique. Cette constitution qui nous a été proposée le 1er novembre et qui, je le dis souvent, a souillé la mémoire de novembre, il faut à tout prix, dans le plan, se dire des choses. Il faut à tout prix abroger cette constitution, la mettre sous le boisseau, remplacer immédiatement par une autre constitution d'une 50aine de points où toutes les libertés seront bien évidemment rétablies, que les responsabilités individuelles seront établies, que la responsabilité collective sera rétablie et l'activité politique, l'ouverture des médias et la liberté de la presse. Une petite constitution sur une 50aine de points. Ensuite se posera le problème de l'armée. Avec qui discuter? Si les forces organisées au sein de la société civile, je ne veux pas prendre l'exemple soudanais, travaillent avec le principal vis-à-vis qui est le commandement militaire, toutes les questions peuvent être abordées. Le problème de la sécurité, le problème de la justice transitionnelle, parce que nous avons vécu un drame en 88, nous avons vécu une tragédie nationale de la décennie noire, nous avons vécu la tragédie de 2001, où je rappelle que 127 jeunes ont été assassinés et il n'y a toujours pas de justice. Tout ce programme-là doit être mis en place. C'est quelques pistes, évidemment, il faudra les arranger, les agencer. Je vous demanderai de conclure, Idir. Vous avez largement dépassé les 3 minutes. Merci pour le dépassement. Merci, Idir. Brahim Younsi, en moins de 3 minutes, vraiment, s'il vous plaît. Vous savez, il y a un principe qu'il ne faut pas oublier. Les révolutions ne sont pas linéaires. Évidemment que au moment où certains ont appelé pour des raisons sanitaires
à l'interruption des marches aurait dû, c'est là où l'organisation aurait dû se faire. Pardonnez-moi, je le répète encore une fois, on va encore m'en vouloir. Il n'y a pas de société civile en Algérie. Je suis désolé. Moi, je l'avais aperçu une fois. Elle avait sorti un document qui était excellent. Je me suis réjoui d'ailleurs sur votre plateau pour dire enfin une société civile émerge. Je m'en rends compte aujourd'hui, face à l'ouvrage qu'il faut absolument faire abattre, c'est que la société civile algérienne, comme dirait Gramsci, est primaire et gélatineuse. Un embryon. La question... Comment? Un embryon. Oui, autrement dit. Sur la question du débat, y compris dans la Révolution, il faut un débat. Il faut un débat des différentes tendances, parce qu'il y a des tendances. Et ces tendances-là sont pérennes. Qu'on le veuille ou non, elles existent. Il faut qu'il y ait la reconnaissance. Mais aussi, et cela est fondamental, on le dit souvent pour l'économie, mais il faut que la confiance aussi soit une confiance politique. Il faut qu'on se fasse confiance pour que le débat ait lieu. Et je dis cela pour ceux qui sont dans la Révolution. Il faut absolument qu'il y ait la confiance. Et s'organiser aussi. Je vous demanderai de conclure, Brahim Yassi. Je vais le faire. S'organiser aussi. C'est qu'il faut absolument sortir de l'égocratie qui, à mon avis, a fini par, d'une certaine manière, je ne leur jette pas la pierre évidemment, d'une certaine manière, fourvoyer la révolution. Et cette égocratie-là doit tomber. Il faut absolument qu'il y ait un travail collectif. Merci. Et chacun participe à penser aujourd'hui comment faire renaître cette révolution. Karim Naïtou Slimane, vous avez le mot de la fin en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Grande responsabilité en ce jour historique et surtout face à un thème aussi grand qui nécessiterait des heures et des heures normalement de débat. Moi je dirais que, vous savez, l'une des bases de la modernité occidentale, c'est l'idée du désenchantement du monde. Du désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme occidental a cru en lui-même, en tant qu'acteur de son monde, loin des divinités grecques et des mythes des anciennes époques, les choses ont commencé à bouger et les Occidentaux sont arrivés au modèle du contrat social qui a ensuite, par la suite, donné ces démocraties qui sont bien sûr perfectibles. Et en Algérie, la même chose. Il faut que le Hirak, à un certain moment, impose ses valeurs. Il faut aussi se départir des références du régime. Parce que jusqu'à présent, ce que je constate, si on veut vraiment approfondir la pensée, c'est que nous pensons toujours avec les catégories du régime. Par exemple, nous faisons trop souvent référence, par exemple, à la guerre de révolution. Nous faisons souvent référence à ces personnages historiques, que je ne dis pas qu'il faudrait absolument écarter. Non, pas du tout, ça n'est pas mon propos. Mais je pense que la génération actuelle doit mener son combat pour la liberté. Et doit le mener complètement, et surtout dans le présent, ni dans le passé, ni trop dans le futur aussi. Nous devons être des acteurs d'une Algérie désenchantée, d'une Algérie qui sera complètement coupée de ce mythe national fondateur qui a été complètement récupéré par le régime, qui est la guerre anticoloniale. Parce qu'actuellement, l'Algérie, d'un point de vue au moins territorial, n'est pas colonisée. Elle est dominée, oui, mais elle n'est pas colonisée. Du coup, pour notre génération, je veux dire, ce que nous devons faire maintenant, c'est de réaliser que l'ère des mensonges est terminée et derrière nous, et que l'ère de la vérité
Et la vérité, c'est le chemin le plus court vers la liberté. Nous ne devons pas nous raconter des histoires. Nous devons avoir un discours de liberté entre nous pour nous rassembler réellement sur des choses qui vont faire avancer la cause algérienne. Parce que ce régime va mener l'Algérie vers sa fin. Et donc c'est pour ça que nous devons nous rassembler autour de valeurs fondatrices pour fonder et jeter les bases de cette Algérie. Parce que l'Algérie, jusqu'à présent, excusez-moi de le dire, n'existe pas sur le plan international, très peu. Et c'est notre devoir maintenant, parce que nos parents, nos grands-parents ont fait leur devoir. Ils ont accompli leur devoir. Ils ont libéré l'Algérie du colonisateur. Maintenant, nous devons être à la hauteur de cette responsabilité historique de notre temps actuel, maintenant, ici, maintenant. Nous devons nous rassembler et commencer à marcher, sans doute, avec beaucoup de certitude et de conviction, vers la construction de cette Algérie tant attendue. Karim Naïtou Slimane, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Idir Ounogan, merci beaucoup. Adil Houari, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama, la vie continue.